Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Amener les entreprises informelles à migrer vers le formel. Les équipes de l'APIP sont à Forikaria. Elles sensibilisent dans les différents marchés de la préfecture. La formalisation est au cœur des échanges. Et puis, soutien pour plus de performance du Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments. La structure vient de recevoir des équipements et des réactifs. Un coup de pouce salué par les bénéficiaires, vous allez le voir. Et puis, la Guinée de plus en plus reconnaissante envers le chef de l'État. Un tournoi de football sera lancé demain à Zérékoré. C'est une compétition pour saluer les œuvres de refondation et de développement du général Mamadi Doumbouya. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Tout d'abord, les travaux de la retraite annuelle de la Haute Autorité de la Communication ont pris fin à Kindia. Les commissaires présents à la rencontre ont concentré les idées autour du plan opérationnel 2025. Un exercice qui a porté sur plusieurs thèmes, dont la régulation et les initiatives de réforme et de professionnalisation du secteur des médias. Les conclusions mettent en avant la responsabilité des journalistes dans la perspective des consultations électorales dans notre pays. Amadou Touré. Après 3 jours de travaux sur l'élaboration du plan opérationnel 2025 de la Haute Autorité de la Communication HAC, les commissaires ont fait des réflexions sur la situation de la presse guinéenne, la position de la liberté de la presse, le fonctionnement de la HAC et les projets 2025 des 6 commissions spécialisées de l'institution assorties des recommandations. Les commissaires de la HAC, à l'issue de ces travaux, encourage les associations de presse professionnelles à poursuivre les initiatives de médiation de tous les différends par la voie du dialogue en vue d'assurer un meilleur fonctionnement de la presse, soutiennent leur effort de mise en place d'un organe d'autorégulation des médias, exhortent les journalistes exerçant en République de Guinée à assumer pleinement leurs responsabilités sociales par le respect scrupuleux de l'éthique et de la déontologie du journalisme. Le plan opérationnel 2025 de la Haute Autorité de la Communication, c'est aussi une pléiade de réformes basées sur le respect de l'éthique, de la déontologie et surtout de la responsabilité du journaliste dans la préservation de la paix sociale. Je voudrais tout d'abord m'associer aux remerciements contenus dans la résolution à l'adresse du chef de l'État, le président de la République, chef suprême des armées, Mamadi Doumbouya, pour avoir mis à la disposition de la Haute Autorité de la Communication tous les moyens matériels et financiers. Je voudrais également dire, pour finir, et c'est un témoignage, dans notre pays, la presse est libre, et je recommande qu'elle soit de plus en plus responsable. À travers cette retraite, les commissaires ont voulu rompre avec l'improvisation pour s'inscrire dans la planification des activités de préservation de la paix, du vivre ensemble des Guinéens en cette période de transition dont l'aboutissement sera l'organisation des élections, des moments d'agitation où la presse doit jouer un rôle crucial dans l'apaisement de la cité. Merci Amadou Touré. Un mot de justice avec la rentrée solennelle du barreau de Guinée. Le moment intervient au terme de 2 mois de vacances des avocats. Ils reprennent donc officiellement les audiences et l'occasion est mise à profit pour échanger sur des sujets allant dans la promotion des libertés de l'état de droit. Les barreaux étrangers, près d'une vingtaine, ont pris part à la rencontre et c'est le premier ministre chef du gouvernement qui a présidé l'événement. Adi Kamara, Tcherno Younoussaba. C'est le palais du peuple qui sert de cadre à cette rentrée solennelle du barreau de Guinée. Près de 20 pays et organisations prennent part à ce rituel pour magnifier cette profession d'avocat qui joue un rôle important dans la construction d'un état de droit. Ici, le professionnel veut appuyer sur l'accélérateur en vue de redorer le blason de ce secteur. La société dans laquelle nous vivons s'est bâtie
sur des principes et des droits inaliénables. Parmi eux figure le droit à la défense, le respect de la présomption d'innocence, le droit à un procès équitable. Ces principes sont inscrits au cœur même de notre justice et ils existent précisément pour résister aux passions et aux préjugés. Avocats, magistrats, huissiers de justice, bref, tous les intervenants du secteur sont massivement mobilisés pour éplucher des sujets qui valident les principes et consolident la déontologie de cette noble profession. Ce moment historique marque non seulement une nouvelle étape dans l'institutionnalisation de votre barreau, monsieur le bâtonnier, mais aussi une opportunité pour nous, défenseurs du droit, de réaffirmer notre engagement envers la justice, la dignité humaine, la préservation des droits fondamentaux. Le thème de cette session représente pour nous une chose essentielle, car la justice n'est pas simplement un instrument d'application des lois, elle est aussi le miroir de notre conscience collective, elle est ce lien invisible qui unit le citoyen à l'État. La rentrée solennelle d'un barreau est bien plus qu'une simple tradition. C'est l'instant où les membres du barreau, aux côtés des magistrats et de figures de la justice, se rassemblent pour réaffirmer ensemble les valeurs fondamentales de notre profession, examiner les enjeux juridiques actuels et renforcer les liens de solidarité qui unissent dans notre mission. Elle est le reflet d'une profession forte, déterminée et indispensable à l'équilibre de notre société. La rentrée intervient à la fin de chaque vacances judiciaire. Là, il s'agit pour la corporation de tirer les leçons du passé en vue de se projeter dans l'avenir. Le droit comme instrument de sécurité des personnes et de développement des entreprises reflète avec justesse les défis et opportunités qui s'opposent aujourd'hui à notre société. Il met en lumière le rôle fondamental que jouent les juristes et en particulier les avocats dans la construction d'une justice accessible, équitable et promotrice du développement. Il y a une certaine convergence, parce qu'on appelle le droit à jouer deux missions fondamentales, assurer la sécurité des personnes et dans le même temps promouvoir le développement de l'entreprise. Donc le lien, il est là. Il n'est pas fictif. Au contraire, c'est un point de convergence. Le barreau est un acteur incontournable dans la vie juridique et judiciaire d'un pays. Donc, cette rentrée permet de présenter le métier en long et en large dans un schéma qui tient compte d'un certain nombre de valeurs juridiques et judiciaires. Comme vous le savez, l'article 12 de la Charte dispose le droit à l'assistance d'un avocat est reconnu dès l'instant de l'interpellation ou de la détention. C'est dire que la fonction d'avocat dépasse la simple prestation de services juridiques. Vous êtes les défenseurs des sans-voix, les protecteurs des opprimés, les artisans de la justice sociale et les sentinelles du respect des lois. Votre rôle est plus que jamais capital. L'avocat incarne la résilience face à l'injustice, le courage face aux abus et l'intégrité face aux pressions. Je tiens à réaffirmer ici l'engagement inébranlable du gouvernement en faveur de l'état de droit. Comme on le voit ici, le barreau de Guinée est plus que jamais engagé à respecter l'éthique et la déontologie qui constituent le socle de cette profession. Et puis je le disais tout à l'heure au sommaire, depuis jeudi, les équipes de l'APIP sillonnent les différents marchés de la préfecture de Forêt-Caria. Objectif sensibiliser sur la formalisation des entreprises informelles de ce marché. Ces opérations concernent notamment les entreprises individuelles, le volet personnes morales et les groupements d'intérêt économique. L'initiative s'inscrit dans un élan où ces entreprises locales sont amenées à migrer vers le formel pour assurer leur plein épanouissement. Abdul Karim Kamara.
Les efforts se poursuivent dans la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Après le Grand Conakry, l'agence mobile du guichet unique de l'agence de promotion des investissements privés s'immobilise dans le grand marché de Forécaria. Tambour battant, les équipes de l'APIP déclenchent les opérations de sensibilisation sur la formalisation des entreprises. Ici, comme la plupart des marchés, le statut est non déclaré et pose des problèmes en matière de taxes qui ne rentrent pas. On se dit on est dans le quotidien, on génère des revenus ou un chiffre d'affaires, mais on ne se demande pas quels documents réellement on a besoin. Donc cette mission de sensibilisation a vraiment facilité l'accès à ces entreprises, à l'information, pour que demain, elles sachent maintenant qu'elles ont besoin d'un RCCM, elles ont besoin d'un numéro d'identifiant fiscal pour évoluer en tant qu'entreprise. Au cours des échanges, l'on fait comprendre à ces acteurs que la démarche du ministère du Commerce, Industrie et PME est un appui à l'informalité dans le but d'améliorer la situation des emplois informels. Cette sensibilisation doublée d'informations m'a permis de comprendre que je suis à la traîne dans l'entrepreneuriat. La question de formalisation, il le faut, dans la mesure où elle lève tous les obstacles pour l'épanouissement des entreprises, notamment l'accès au financement. Au bout d'un mois, ces opérations de sensibilisation sur la formalisation ont permis aux équipes de l'APIP de toucher 1200 entreprises dans les marchés de Conakry, Koya et Dubreka. Je dirais que c'est indispensable aujourd'hui pour la croissance économique de notre pays, pour la réussite de notre pays à réussir le projet et programme Simandou, de continuer la formalisation de nos entreprises afin que ça puisse développer des compétences pour notre pays. Les catégories d'entreprises concernées sont l'entreprise individuelle, le volet personne morale et les groupements d'intérêt économique. Du moment où ces informels ont toute la documentation sur la formalisation, s'ensuivra un travail de suivi et d'évaluation de l'APIP. Et dans le registre de la logistique portuaire et ferroviaire, la coopération avec le Canada se renforce. Une société canadienne vient de sceller une convention avec les autorités guinéennes pour la construction du chemin de fer Conakry-Kankan, une relance pour faciliter la mobilité des populations de la capitale et de l'intérieur du pays. Fodé Camara pour des explications. Après la signature d'un accord cadre de partenariat public-privé entre une multinationale canadienne spécialisée en construction et les ministres des Transports et des Finances, les premiers jalons se posent petit à petit pour la construction du chemin de fer Conakry-Kankan jusqu'à la frontière avec le Mali. Pour aller vite, au compte des études de faisabilité, le trajet ferroviaire de Conakry est réexaminé. Du port autonome au buffet de la gare, ces investisseurs canadiens et leurs experts ont tenu à toucher du doigt les réalités afin de soulager les populations, des populations confrontées à de sérieuses difficultés de mobilité. On va avoir une circulation en ville qui va permettre que le travail vienne tôt et il rentre encore. Et dans le système, on a prévu pour faire un système transport public. Et ça, c'est pour n'importe quel moment. On sait que dans chaque 30 minutes, si tu as quelque part parti, il y a une station que tu peux aller rester, prendre un transport pour aller là où tu vas, pour que ça ne va pas créer beaucoup de problèmes. Ce projet qui est en phase de concrétisation permettra de réaliser un port et 1400 km de chemin de fer pour connecter la Guinée au Mali et au Burkina Faso afin de faciliter les transactions économiques et les interactions sociales. Pour la mise en œuvre de ce méga projet canadien dans la sous-région, Conakry est choisi comme la plaque tournante. Et si tu vois le 4, Conakry est très proche ville aux États-Unis. Quand tu vois la ligne, c'est-à-dire tous les pays peuvent venir, les collines peuvent venir à Conakry et maintenant du Conakry on peut enlever pour Sénégal, Mali, Burkina Faso et partout. On a proposé un port au niveau du Matakan. Ça, ce qu'on a pensé, c'est pour faire sortir tous les transports, les difficultés qu'on voit en ville. Pour que quand on a un port à Matakan, ça va aider beaucoup pour permettre que les gens qui viennent avec le colline qui part ailleurs de Guinée, ils vont faire ça rapidement.
Et comme ça, on a proposé qu'on va construire une ligne qui va commencer au port de Conakry jusqu'à Kouria et un autre chemin de fer qui va commencer au port de Matakan jusqu'à Kouria. Et à Kouria, là-bas, on va construire un port sec. Situé le long de la route nationale numéro 1, le corridor ferroviaire Conakry-Kankan permettra de stimuler le trafic de marchandises et de passagers, non seulement entre Conakry et les villes de l'intérieur du pays, mais aussi entre les pays de la sous-région. C'est la priorité du président de la République, à savoir le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui en a fait vraiment le centre de ses préoccupations, dans le sens d'accroître et de développer les voies de mobilité en Guinée. Et aussi notre ministre s'est lancé dans la même visière que le président de la République, qui est en train de manager et qui est en train d'assurer le contact avec ses partenaires. Et ces partenaires ont été dénichés et aujourd'hui ils sont impliqués et intéressés par rapport à la reconstruction de cette voie. Le président de la République et le ministre des Transports, si je parle sans dire merci à eux, je vais mentir. On a commencé le projet là plusieurs années et il y a certains aussi qui sont venus. Mais de cette fois-ci, on a commencé. Je vous assure que oui, d'ici février, vous devez voir que le travail est en cours. Et comme ça, tout le monde va gagner travail ici. La Guinée veut relancer le chemin de fer Conakry-Niger qui autrefois faisait la fierté du pays. Le dernier train a assuré la liaison Conakry-Kankan a quitté Nabaya le 2 mai 1995 avec 5 wagons transportant des graines de coton. Après près de 30 ans d'arrêt, les autorités du CNRD comptent réécrire cette belle histoire du transport interurbain des passagers et des marchandises par les chemins de fer. Ceci pour fluidifier la mobilité des populations et faciliter les circuits de commercialisation des produits agricoles. Merci à Fodé Camara. Coopération encore, cette fois dans le domaine islamique. En bref et en image, la Guinée et le Libéria se retrouvent autour d'un édifice religieux de grande capacité. Il est réalisé par la communauté guinéenne vivant dans ce pays et l'inauguration est faite par le président de la République sœur du Libéria en présence d'une forte délégation guinéenne. Et puis la pédagogie dans l'enseignement de l'arabe, des efforts se multiplient dans ce sens et c'est pour permettre justement aux enseignants de certaines écoles arabes de Mamou d'offrir une formation de qualité aux apprenants. Une remise à niveau est initiée en faveur des maîtres formateurs. Les détails avec Mamadou Patebaldé sur place. En Guinée, les enseignants des écoles franco-arabes du pays n'ont pas la parfaite maîtrise des règles de la pédagogie dans l'enseignement arabe, ce qui entraîne un faible niveau des apprenants dans les salles de classe. ISESCO, avec la Fondation Hamdan, s'inscrivent dans cette logique. Faire cet atelier de formation en matière de la pédagogie d'enseignement. Les plus vieux dans ce sens-là viennent de parler de l'enseignement, la qualité, comment on doit avoir la qualité de l'enseignement pour les anciens. Ça fait partie des belles initiatives du CNRD. Donc je demanderai aux enseignants de saisir cette opportunité et de suivre convenablement puisqu'il s'agit de leur métier technique d'enseignement de la langue arabe. Initié dans le cadre de la recherche et le renouveau pédagogique de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, cette formation est une opportunité pour ces enseignants de faire une remise à niveau dans l'enseignement-apprentissage de la langue arabe. C'est surtout pour apprendre comment enseigner les élèves pour qu'ils comprennent les notions scientifiques, surtout en rapport avec le niveau de développement scientifique, comme les technologies de l'information et de la communication. La langue arabe est une langue comme la langue russe, la langue chinoise, la langue française qu'on peut leur pousser pour apprendre à connaître davantage d'autres spécialités comme la médecine, comme la physique, comme les mathématiques. L'ambition de la chaire de l'ISESCO est d'être au cœur de la formation des cadres enseignants en franco-arabe et la valorisation de la recherche scientifique en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement arabe dans les salles de classe.
Au même moment, à Tcherno-Djibia, dans la commune urbaine de Kindia, les élèves et leurs parents se réjouissent de la rénovation et de l'extension de leur lycée franco-arabe. C'est une œuvre de l'érudit de Kindia qui, depuis longtemps, se préoccupe de la dégradation très poussée de ce grand établissement de formation. Nabi Kamara. Le lycée franco-arabe de Tcherno-Djibia, dans la commune urbaine de Kindia, présente aujourd'hui un visage nouveau. C'est maintenant un établissement flambant neuf grâce à l'érudit de Kindia, Elhaj Abdul Wakil Alamali Keita, qui, après avoir rénové les 10 anciennes classes, en a ajouté 7 autres avant de procéder à la clôture complète de cet établissement. En plus, le généreux donateur a offert 15 motos aux enseignants de ce lycée et imams de la commune urbaine de Kindia. C'est moi qui devais même faire quelque chose pour Abdul Wakil, mais que Dieu le bénisse. Ce n'est pas parce qu'il m'a donné la moto, mais c'est parce qu'il a fait quelque chose. Et je suis musulman, je dois faire quelque chose de plus. Monsieur l'érudit de Kindia, vous êtes une icône islamique dans le progrès de Kindia. Ce n'est pas votre première fois d'agir dans nos structures scolaires. Qui construit une école épanouit l'homme dans son ensemble. Il s'agit de l'entretenir. Son nom est inscrit à lettre capitale dans l'histoire de l'école guinéenne. Quant au préfet de Kindia et le gouverneur de région, le lycée franco-arabe de Tcherno-Djibia est devenu désormais un véritable temple du savoir, d'où la nécessité pour les bénéficiaires d'en prendre soin. Nous allons suivre ce que Wakil a fait. Il a fait son travail. Ce que les cadres doivent faire, ce que les enseignants doivent faire, ils doivent rendre propre cette école. Ce que les élèves doivent faire, c'est de bien étudier pour que l'examen prochain, qu'il y ait beaucoup d'armées dans cette école. Vous aurez magnifié le travail de Wakil. Le lycée franco-arabe de Tcherno-Djibia à Kindia comporte désormais un total de 17 salles de classe. L'actualité de ce soir, c'est aussi ces équipements qui sont mis à la disposition du Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments. La direction de l'unité d'appui à la gestion et à la coordination des programmes porte cette action, un soutien qui va permettre de mieux contrôler la qualité des médicaments et de certaines denrées alimentaires. Mekini Moussa Kamara, Tcherno Marouf Bah. Dans le cadre de la qualification de ces missions, le Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments reçoit des équipements et réactifs de laboratoire d'une valeur de 3 milliards de francs guinéens. Ces équipements permettront de renforcer le contrôle de qualité des produits pharmaceutiques et certains produits alimentaires. C'est une joie immense aujourd'hui, car le laboratoire commence à être dans la lancée de monsieur le ministre de la Santé sous la clairvoyance du général Mamadi Doumbouya. Il est en train de nous fournir un équipement. Il est en train de nous donner des formations afin qu'on puisse effectivement analyser tous ces médicaments méticuleusement. Ce geste intervient dans un contexte où la Guinée est engagée dans la lutte contre les médicaments de mauvaise qualité. Le laboratoire national de contrôle de qualité joue un rôle important ou un rôle central dans cette lutte. Parce que tous les médicaments qui rentrent en Guinée pourront être analysés par ce laboratoire. Et une fois les médicaments sur le terrain, on peut retourner ces médicaments pour les analyser. C'est-à-dire que le laboratoire puisse faire les analyses à toutes les étapes. Le Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments est une direction stratégique du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La promotion de la qualité et la conformité demeure sa mission principale. Et puis, tenu ce vendredi au Petit Palais, ici même à Conakry, d'une importante réunion présidée par le conseiller principal du ministre secrétaire général de la présidence de la République. L'objectif de la réunion était non seulement de clarifier les conditions d'accès à la couverture maladie des agents de l'État, mais aussi de donner aux participants des explications sur le parcours du patient. Bakari Bamba Kondé. L'objectif principal de la rencontre était de présenter le document de référence sur la couverture maladie, un outil essentiel pour améliorer l'accès aux soins et à la gestion des remboursements pour les agents de l'État. Cet événement marque une étape clé dans la refondation du système de santé publique en Guinée.
Modérée par la direction des ressources humaines et la section syndicale de la présidence, la rencontre a connu la participation d'une trentaine de cadres issus de 15 services différents de la présidence de la République. Parmi les sujets abordés, la prise en charge des soins pour les agents retraités et l'amélioration des délais de remboursement ont été au cœur des discussions. Lors de l'ouverture de la séance, M. Oumar Diop a souligné l'importance de cette rencontre, la qualifiant de moment décisif dans le processus de refondation de la couverture maladie. Il a insisté sur la nécessité d'une restitution claire et précise des informations partagées pour assurer une compréhension commune des enjeux et des nouvelles modalités proposées. On est dans le cadre d'une refondation où certains processus ont été entamés. Et celui-ci en fait partie. C'est la prise en charge effective des travailleurs en fonction et à la retraite. C'est une étape importante de la refondation parce que cela va nous permettre en fait de nous prendre en charge. Nous sommes là parce que déjà nous sommes des agents de l'État. Cela nous invite à beaucoup plus de responsabilités. Cela veut dire que nous ne sommes pas neutres. Nous devons prendre position par rapport aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et cet atelier en est une. Je voudrais dire par là qu'au sortir d'ici, nous devrons être à même de partager ce que nous avons appris. Les représentants de la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, ont détaillé les différentes étapes du parcours de soins, mettant en lumière les difficultés d'accès et les solutions possibles pour y remédier. Ils ont également expliqué les mesures prises pour améliorer la transparence et l'efficacité des remboursements. C'est une activité qui consiste à vulgariser tout ce qui rentre en ligne de compte de la procédure de prise en charge médicale des fonctionnaires en activité à la retraite. La Caisse nationale de prévoyance sociale est née de la fusion de deux institutions. À l'époque, il y avait l'Institut national d'assurance maladie obligatoire qui est l'INAMO, et vous avez la CNPS-AE, la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État. L'État a existé pendant 66 ans et l'État a mis en place une institution qui s'occupe uniquement des travailleurs du secteur privé. Je veux parler de la CNSS. L'État a oublié ses propres travailleurs. Il a fallu l'avènement du CNRD au pouvoir pour qu'on puisse régler cette injustice. Et aujourd'hui, on peut être fier de Monsieur le Président parce qu'il a rendu effective cette prise en charge sanitaire sur l'ensemble du territoire national. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de réforme profonde du système de couverture maladie pour les agents de l'État, visant à garantir une meilleure prise en charge des fonctionnaires et à simplifier les démarches administratives liées aux soins. La refondation du système sanitaire s'annonce ainsi comme un tournant majeur dans l'amélioration des conditions de travail et de vie des agents publics, qu'ils soient en activité ou à la retraite. Une nouvelle étape a ainsi été franchie dans la quête d'un système de santé plus accessible, plus transparent et plus efficace pour tous les fonctionnaires. Nous allons prendre encore la direction de l'intérieur du pays et nous allons marquer une pause à Kouroussa où une centaine de femmes de Dionko viennent de bénéficier d'une formation en technique améliorée de maraîchage. La formation est financée par le ministère de l'Enseignement technique à travers l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Le directeur général était récemment sur le site pour évaluer la qualité, mais surtout l'impact de la formation sur les bénéficiaires. Moussa Komara. Dionko, à 12 km de la commune urbaine de Kouroussa. La joie est immense cet après-midi pour ces femmes qui viennent de bénéficier d'une formation sur les nouvelles techniques du maraîchage. Une formation voulue et financée gratuitement par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel pour booster le rendement. L'objectif, c'est d'accroître la production ici pour que le village puisse se nourrir déjà et aussi nourrir ses environs pour atteindre une sécurité alimentaire. Et donc, c'est pour cela que nous sortons des centres urbains pour venir dans des communes rurales. Dans ces périmètres visités,
Elles ont appris toutes les étapes clés de l'agroécologie. Le choix du site, le baissage des sols, la proximité du site maraîcher à un point d'eau, la maîtrise du calendrier agricole et les techniques de préparation de la pépinière sont optimisées. La technique que nous avons demandé de faire, c'est d'abord nettoyer complètement les lieux, le lieu d'emplacement des pépinières, et puis après, nous avons dit que pour installer correctement les planches, il obéit à des normes. Devenir autosuffisante en légumes, c'est l'exploit que ces femmes cherchent depuis des années. Avec cette formation qu'elles viennent de bénéficier pour la première fois, de nouvelles connaissances sont acquises. Nous avons l'habitude de faire le maraîchage dans notre village. Mais cette fois, ils nous ont montré de nouvelles techniques culturelles qu'on n'a jamais su. Faire une pépinière par exemple, respecter la distanciation, on ne connaissait rien de tout ça. Au total, 100 femmes de Yonko ont participé avec succès à ce renforcement des capacités soutenu par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Et voilà qui nous amène à parler de la mise en place d'une équipe par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Elle est chargée, cette équipe, d'identifier, de géolocaliser les établissements et les opérateurs de la filière avicole intensive en Guinée. Première étape de ce programme, la Basse-Guinée. L'initiative va aider notre pays à asseoir davantage les bases de sa souveraineté alimentaire. Falilou Diallo et Fana Labaya Kamara. C'est officiel, la Basse-Guinée dispose désormais d'une équipe d'identification et de géolocalisation des établissements et opérateurs de la filière avicole intensive. Elle est chargée également d'assurer la collecte des données dans toutes les préfectures de la région. Grâce à cet outil aujourd'hui que nous allons pouvoir avoir avec ce recensement, nous pourrons mieux identifier les acteurs, mieux les placer sur une carte ou rapidement agir en cas d'épidémie. Mais également pour toute intervention de l'État, que ce soit un programme public ou un contrat-programme, ce seraient des informations cruciales pour connaître le nombre d'acteurs, mais probablement la capacité de production de nos acteurs. Dans son processus de mise en œuvre, le projet d'établissement des fondamentaux de la filière avicole en Guinée veut ainsi capitaliser le potentiel de développement de la filière avicole guinéenne. Elle constitue le démarrage d'une importante opération, va s'étendre sur 3 mois dans toutes les préfectures de la Guinée. Donc les données vont nous servir essentiellement, ça va servir l'administration, ça va servir les opérateurs eux-mêmes. Il s'agit du projet qui s'occupe essentiellement de la question nutritionnelle de la population de Guinée. C'est pourquoi nous avons été dépêchés et de venir rester et corroborer avec le reste des organisateurs afin non seulement de procéder à l'ouverture, mais de rester à l'écoute de ces organisateurs-là. Les résultats qui seront produits serviront aux vétérinaires et inspecteurs au niveau des établissements identifiés. L'idée de s'assurer de la situation sanitaire qui prévaut en effectuant des analyses sur les dangers et les risques. Ces équipes vont également donner des conseils pour maintenir la sécurité sanitaire. Et puis, mesdames et messieurs, vous le savez, la Guinée connaît ces derniers temps une floraison de projets miniers. Mais au-delà de l'espoir qu'ils suscitent, une question se pose. Comment minimiser l'impact de ces exploitations sur la biodiversité? Les acteurs se concertent pour trouver des mesures à la matière. La rencontre doit permettre de formuler des propositions pour un projet d'arrêté portant atténuation et compensation au titre de la biodiversité. Ousmane Bah. L'application de la hiérarchie d'atténuation des impacts sur l'écosystème, une approche phare pour concilier développement économique et conservation de la biodiversité. Ici, les parties prenantes se concertent pour formuler des commentaires sur le projet d'arrêté portant compensation au titre de la biodiversité. Un projet financé par l'AFD et le FEM sur une période de 4 ans.
Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour travailler main dans la main avec le gouvernement, mais également aussi avec l'ensemble des parties prenantes, donc les acteurs de la société civile, les partenaires techniques et financiers, pour pouvoir leur présenter le projet d'arrêté qui porte sur la hiérarchie d'atténuation et la compensation écologique, afin d'avoir le recueil et l'amendement des différents commentaires et remarques sur ce projet d'arrêté et d'arriver en fait à un texte d'application. Ce projet permet d'évaluer et d'appliquer des mesures d'atténuation et de compensation afin d'arriver à l'absence de perte nette, voire gain net de biodiversité. Une stratégie qui permettra de respecter les objectifs nationaux résultant de la COP 15. Les grands miniers en Guinée, individuellement pris, n'ont aucun problème à travailler dans ce sens. Donc il ne s'agit pas de créer de nouvelles conditions de dépenses pour les entreprises. Non, il s'agit de les accompagner et de faire en sorte qu'ils puissent effectivement garantir l'investissement dans la préservation de la biodiversité dans un contexte bien structuré et bien contrôlé par la réglementation et par des capacités nationales. Les discussions vont permettre de recueillir et de centraliser les commentaires formulés, ce qui aboutira à la présentation d'une version définitive de l'arrêté portant sur l'atténuation et la compensation au titre de la biodiversité. Une autre question, comment assurer la transparence dans la gestion des fonds alloués à la réalisation des programmes annuels d'investissement dans les communes? La réponse à cette question est donc au centre d'une rencontre d'échange avec les délégations spéciales. Le ministère de la décentralisation et ANAFIC conjuguent les efforts pour mieux expliquer aux participants la procédure à suivre pour une meilleure utilisation des fonds transférés aux collectivités. Marwan Kamara et Ousmane Ouatsissé. Dans les locaux de l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC, les représentants du gouvernorat et des communes de Conakry sont présents. Ils reçoivent des explications sur le processus de financement des PAI et les procédures pour l'utilisation des fonds transférés aux collectivités. Une initiative de l'ANAFIC à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Les ressources publiques doivent obéir à des procédures et des règles de gestion. Et c'est dans cette optique-là que nous les avons réunis pour dérouler ensemble tout le processus depuis la réception des fonds à travers la convention de financement que nous avons eu à signer avec ces communes. Toutes ces activités s'inscrivent dans la vision du chef de l'État qui a bien voulu imprimer une nouvelle vue sur le développement local. Question un peu de parler des différentes procédures. Il ne s'agit pas d'avoir les moyens, mais il s'agit d'agir avec ces moyens conformément aux différentes lois et textes en vigueur. Cette journée a permis de cerner les étapes de réalisation des programmes annuels d'investissement tout en fournissant des indications sur les documents justificatifs nécessaires pour assurer une gestion efficace et transparente. Nous sommes très heureux de venir partager des nouvelles orientations et surtout des conseils qui nous ont été prodigués par rapport aux moyens qui sont mis à la disposition des communes. Nos communautés ont beaucoup de besoins aujourd'hui en termes d'infrastructures. Le gouvernorat et la direction de l'ANAFIC nous ont passé la nouvelle ce matin que l'argent que nous avons nous-mêmes demandé était disponible sur nos comptes. Le rêve est devenu une réalité, qu'on va passer à l'action. Les infrastructures mises en urgence pour cette année vont voir le jour. Depuis plusieurs années, le gouvernement et ses partenaires se mobilisent pour instaurer des mécanismes pérennes de financement du développement local en créant des fonds FNDL, le FODEL et le FODECOM. Ces fonds constituent aujourd'hui des outils essentiels de la décentralisation permettant aux collectivités locales d'investir dans des secteurs clés. On en vient maintenant à la lutte contre le chômage et à l'insertion des jeunes, deux préoccupations majeures pour le gouvernement guinéen qui s'active dans la formation à la base. Le ministère de la Jeunesse vient de lancer le projet d'insertion de 2000 jeunes de corps de métier à travers le pays. Dans la préfecture de Massanta, vous allez le voir, ils sont nombreux à bénéficier de cet appui de l'agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi. Le point sur place avec Mohamed Saliou Paya. L'un des grands défis auxquels est confrontée la société guinéenne aujourd'hui, c'est l'employabilité des jeunes. Pour inverser cette tendance, le gouvernement, à travers le ministère de la Jeunesse, a lancé le processus d'insertion de 2000 jeunes de corps de métier sur l'étendue du territoire national. À Massanta,
Ils sont plus d'une quarantaine bénéficiaires de cette initiative à affûter leurs armes afin d'affronter le marché de l'emploi. Nous nous réjouissons et remercions le gouvernement et le ministère de la Jeunesse et des Sports à travers la GTIP pour tous ces efforts. Conformément aux recommandations des autorités gouvernementales et régionales, nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner la GTIP dans ses ambitieux projets au bénéfice des populations guinéennes et en particulier celle de Massanta. Cette formation, c'est bien fait. Mais ce que je les demande, de la manière qu'ils sont venus pour nous former, nous avons certaines difficultés dans nos activités. Surtout moi, je suis une fille. Il y a certains outils que je ne peux pas prendre pour former certains matériels. Il faut que je vais avoir des outils à moi-même. L'ambition du gouvernement à travers l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public AGETIP vise à réduire le chômage et le sous-emploi en Guinée par la promotion d'un secteur privé dynamique et créateur d'emplois. L'objectif ultime, c'est de permettre à la jeunesse guinéenne de se prendre en charge et de ne pas toujours attendre auprès du gouvernement de l'emploi ou bien des pécules ou bien des primes. C'est de les rendre responsables, à eux de savoir que le lendemain de ce pays est entre leurs mains. Qualifier les jeunes de corps de métier en développant en eux l'esprit d'entrepreneuriat est la démarche de l'AGETIP. Ces jeunes sont désormais organisés en des groupements d'intérêt économique afin de favoriser la création d'emplois dans leurs communautés respectives. Cette session de formation maintenant à Farana, elle s'articule principalement autour des fondements et des mécanismes de protection des droits des femmes et des filles. Le projet SWED conduit cette action qui touche tous les acteurs impliqués dans le processus et pendant 2 jours, les participants échangent sur des textes qui améliorent la mise en œuvre des droits des femmes et des filles. Ibrahima Oulem Fofana et Silati Kourouma. Dans la bibliothèque de l'ISAF de Farana, les acteurs impliqués dans la lutte contre les violences basées sur le genre dans la région, ils sont repartis en groupe de travail pour mieux cerner les textes de loi sur des droits reconnus aux femmes. La formation touche la police, la gendarmerie, les médecins, les acteurs sociaux qui sont la protection sociale de l'enfance et de la femme. Également les communicateurs traditionnels, les leaders religieux. Nous souhaitons que cela soit une synergie d'action entre ces acteurs pour pouvoir lutter contre les VBG. Nous sommes là aujourd'hui pour lancer la session de formation, de renforcement des capacités de tous les acteurs de lutte contre les violences basées sur le genre dans la région de Farana. La formation est interactive et le voile est levé sur plusieurs infractions liées au VBG. Les questions d'héritage, la polygamie ou encore le harcèlement sexuel sont largement abordées. Une très bonne opportunité pour tout un chacun, tous ceux-là qui ont bénéficié de cette chance-là de participer à cette série d'ateliers. Ce n'est pas la première fois, comme vous le savez, la Guinée, à l'instar des autres pays, s'est inscrit de lutter contre les violences basées sur le genre. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour renforcer encore davantage notre capacité afin de lutter contre ces fléaux dans notre pays. Quand nous parlons de l'autonomisation des femmes pour certains, l'autonomisation s'arrête seulement à l'unique augmentation des ressources des femmes. Alors que dans ça, dans l'autonomisation, il faut bel et bien parler des droits, surtout de la femme. Donc nous sommes avec les professionnels de la loi pour faire comprendre au monde entier que les femmes ont des droits. Les acteurs locaux vont sortir de ces cadres d'échange et de partage mieux outillés sur le contenu des textes de loi et le mécanisme de protection des droits reconnus aux femmes. Soutien aux enfants porteurs de handicap en milieu scolaire. La problématique est au centre d'une rencontre entre les enseignants de plusieurs écoles de la capitale. Une action de la Fondation Fitima pour offrir les mêmes opportunités aux enfants à travers une pédagogie dite inclusive. Abakar Junior Kamara. Pour offrir une éducation inclusive pour des enfants en situation de handicap, éviter leur stigmatisation et leur rejet dans le paysage scolaire et amener les enseignants à leur offrir un soutien adéquat. Voilà entre autres objectifs de cette séance de formation des enseignants financée par l'ambassade de la Fédération d'Allemagne en Guinée.
portée par la Fondation internationale Thierno et Mariam Fitima. Cette formation est destinée aux enseignants des écoles ordinaires publiques, l'objectif étant que Fitima souhaite promouvoir l'éducation inclusive. Tous les enfants doivent pouvoir bénéficier d'une bonne éducation, qu'elle soit dans une école spécialisée ou dans une école ordinaire. Durant 3 jours, ces récipiendaires vont comprendre l'enjeu sur le droit des enfants porteurs de handicap et s'engagent à donner plus d'attention aux enfants invalides. En dépit de la formation reçue par la Fondation Fatima, nous avons compris que tous les enfants ont le même droit. C'est de s'occuper de l'enfant et mettre l'enfant en confiance avec les autres enfants, parce que lui aussi il a le droit d'étudier comme les enfants normaux. La Fédération d'Allemagne réitère son engagement à soutenir toutes les initiatives qui œuvrent pour la promotion des droits de l'homme. La Fondation Fitima et l'ambassade allemande, nous sommes des partenaires depuis plusieurs années. Aujourd'hui, j'ai pris attente aux formations. Cette série de formations et aide pour les enfants handicapés donne beaucoup de possibilités, non seulement aux enfants, et aussi aux personnel. 20 enseignants issus de 10 écoles réparties entre les 5 plus grandes communes de la capitale sont concernés pour cette activité de promotion de la pédagogie inclusive afin de faciliter l'accès des enfants en situation de handicap dans les salles de classe. Un mot de sport pour dire que le CELI national de Guinée joue ce samedi contre la République démocratique du Congo. C'est à l'occasion, vous le savez, de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. En cas de victoire de la Guinée, le CELI obtiendra son ticket de qualification pour la phase finale de la compétition. À la veille donc de ce match capital, les deux entraîneurs ont animé la traditionnelle conférence de presse en présence de nos envoyés spéciaux Mangamori Kamara et Jibril Kamara. Michel Doucier et ses poulains veulent rééditer le même exploit que lors des 2 matchs précédents, c'est-à-dire faire le bon résultat face à la RD Congo, déjà qualifiée avec 12 points. Pour ce faire, le CELI national de Guinée doit batailler dur et sur ses valeurs. C'est du moins l'objectif pour le technicien français. On attend un match serré. Dans ce genre de match, dans ce genre de confrontation où les adversaires sont proches, ça se joue souvent sur des détails, quoi, et sur le mental. Ce sont 2 aspects qui sont déterminants souvent. Et puis il y a aussi le critère chance, réussite, qui vient quelquefois aider aussi à se mettre dans le bon sens dans un match. Voilà, je sais que ce sont des matchs où il faut être généreux, il faut être agressif dans le bon sens du terme parce qu'on est des compétiteurs et qu'on veut gagner les matchs. Il faut être concentré de la première jusqu'à la dernière seconde. La Guinée reçoit ses matchs en Côte d'Ivoire. Les Guinéens établis sur terre ivoirienne sont engagés à sortir massivement pour pousser le 11 national à la victoire finale. Nous sommes là en tant que supporters. On est là, on est derrière l'équipe. À chaque fois quand l'équipe vient, nous sommes là pour les supporter. L'ambassadeur nous appelle, même pendant la CAN, ils nous ont appelés, on était à l'ambassade, ils nous ont envoyé même des cars pour aller à Yamoussoukro pour aller supporter l'équipe. Nous, dans notre juridiction, chaque fois que l'équipe, le CELI national doit se produire, nous avons des instructions fermes du ministre Dr Mourisanda Kouyaté afin qu'il n'y ait pas de loupé, afin qu'on mobilise tous les concitoyens pour faire honneur au CELI national. Pour ces 2 matchs Guinée, RD Congo, Tanzanie, Guinée, toutes les dispositions sont prises par le gouvernement guinéen à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports pour les résultats escomptés. Les joueurs sont plus que jamais déterminés pour inscrire une nouvelle page de l'histoire du football guinéen car ils sont à un pas d'une éventuelle qualification avec 6 points au compteur. Leur concurrent direct, c'est bien la Tanzanie. 4 points qui jouent aussi ce samedi à 16h contre l'Éthiopie.
Bonne chance donc à l'équipe nationale de Guinée lors de cette confrontation décisive. Et puis je le disais au sommaire, dans le cadre de la reconnaissance des efforts menés par le président de la République, un tournoi de football débute demain samedi à Zérékoré. 12 équipes prendront part à la compétition dotée du trophée général Mamadi Doumbouya. Le tirage au sort a eu lieu ce vendredi même en présence du chargé de mission de la présidence de la République et des autorités locales. Mohamed Saliou Paya. C'est une salle de conférence de la préfecture de Zérékoré qui a mobilisé les représentants des 12 équipes, les membres de la Ligue de football, les organisateurs et autorités administratives pour les derniers réglages du tournoi de la refondation doté du trophée général Mamadi Doumbouya dont le coup d'envoi est prévu demain samedi. Après un tirage au sort transparent, toutes les équipes participantes sont situées sur leurs adversaires. Nous voulons que les représentants des équipes qui sont là, demain, qu'il y ait le fair play, la fraternité, la camaraderie, notre objectif pour que nous soyons tous ensemble pour donner tout l'élan, tout le succès qu'il faut à cette rencontre, à ce tournoi ici. Le choix de notre préfecture pour abriter ce grand événement en dimension nationale, pour nous, c'est une marque de sympathie qui nous oblige et nous engager et redoubler d'efforts pour atteindre nos objectifs assignés. Si aujourd'hui c'est les projets de mettre les gens ensemble qui viennent, si c'est les tournois qui viennent pour dire à la jeunesse de ne plus faire la violence, je suis fier, on est fier de recevoir ces gens à bras ouverts. C'est un tournoi qui est organisé par l'Alliance des jeunes leaders de la forêt visant à renforcer la cohésion sociale, mais aussi à soutenir les œuvres salvatrices de développement menées par le président de la République, général Mamadi Doumbouya, depuis l'avènement du CNRD au pouvoir le 5 septembre 2021. Le but principal d'ailleurs, c'est d'unir la jeunesse de la Guinée à Zérékoré et les faire passer les messages du président de la République qui a pour objectif principal d'unir les Guinéens, de fédérer les Guinéens autour d'un idéal de développement. Et c'est ce message que nous voulons véhiculer tout au long de ce tournoi. Un sentiment de fierté qui m'anime ce matin en prenant part au tirage au sort de ce tournoi de la refondation auquel tournoi Kankan est invité. Donc ma satisfaction elle est grande. Aujourd'hui, tous les regards du pays, du monde entier se tournent vers Zérékoré pour le projet Simandou 2040. Et pour que tout ceci ici soit réalisé, il faut la cohésion, il faut l'union, il faut l'entente entre la population de Zérékoré. Cette grandiose retrouvaille de demain samedi regroupera les équipes de Kindia, Labé, Kankan, Kissidougou, Gekedou, Massanta, Beila, Lola, Yomu, Zérékoré, Goueke et Koulé. En culture, nous allons prendre la direction de Kankan pour se plonger dans la ferveur du festival sur le Milo. C'est un événement qui a sa 3e édition et l'enjeu est de proposer des solutions et de conscientiser l'opinion sur la nécessité de préserver ce patrimoine menacé par les actions de l'homme. Mohamed de Camara et Fana Camara. Le festival sous le Milo s'ouvre à Kankan avec pour thème femmes, paix et préservation du patrimoine. Pour cette 3e édition, une panoplie d'activités est programmée pour le développement socio-culturel et économique, sans oublier la question cruciale de la préservation de l'environnement. Ces moments forts sont une invitation à découvrir, célébrer et faire rayonner la richesse des expressions artistiques et culturelles qui font l'âme de notre région, de la Guinée et de l'Afrique tout entière. Le fleuve Milo prend sa source en région forestière, un terroir très riche en biodiversité qui héberge le méga-projet de Simandou. Les invités des marques de ce festival mesurent bien la portée du fleuve Milo pour la région forestière et la Haute-Guinée. Et tout ce que nous nous efforcerons de refaire vivre ici doivent aussi accompagner la mise en œuvre du méga-projet Simandou par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya,
chef suprême de l'armée, chef de l'État. Face aux menaces qui pèsent sur le fleuve Milo à cause des actions anthropiques, les autorités de Nambaya attendent de ce festival des pistes de solutions pour sauvegarder ce patrimoine national, un patrimoine qui était autrefois navigable de la Guinée jusqu'au Niger avec une économie halieutique équilibrée. Le fleuve Milo ne commence pas à Kankan, il commence à Massanta. Il fait 300 km avant de se jeter dans le fleuve du Niger. Donc toutes les actions doivent mener sur l'ensemble du parcours du fleuve. Le festival sous le Milo, c'est aussi la reconnaissance des personnes qui s'impliquent dans le développement socio-économique de la ville de Kankan. Pour cette 3e édition, Suleiman Berete et Mounir Nasser ont bénéficié de la confiance des organisateurs au titre d'ambassadeurs du festival sous le Milo. Un choix pour reconnaître leur engagement indéfectible pour la sauvegarde du Milo. J'appelle tout le monde, pas seulement les ressortissants de Kankan, mais tous les ressortissants de la Guinée et de l'Afrique pour sauver le Milo. Exceptionnellement aujourd'hui, mon émotion est très grande. Il est très important qu'enfin dans ce pays, ceux qui sont engagés, ceux qui font le travail, que leur travail soit reconnu. Le festival de Milo vient de franchir un cap supérieur. Ce cap supérieur, c'est la reconnaissance du travail bien fait des citoyens. Pendant ces 5 jours de réflexion sur l'avenir du Milo, des pistes de solutions seront soumises aux autorités pour que le fleuve retrouve son lit normal. Cette première journée a pris fin par la prestation des artistes venus du Mali, du Konya, de la capitale Conakry et le Nabaya. Et voilà donc pour notre détour par Kankan qui nous a permis de nous plonger dans la ferveur du festival sur le Milo. Et puis mesdames et messieurs, dans le cadre des missions de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution, vous allez suivre juste après cette édition d'information les étapes de Kindia, Télimélé, Tougué et Sigéré. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités de la Guinée. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Et je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.